Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à New York en 1956, plus précisément le 15 mars au cœur de Manhattan. À l'ombre des hauts buildings, sur les trottoirs, la foule marche dans tous les sens. C'est New York, qu'est-ce que vous voulez ? Les voitures avancent au gré des feux de la circulation, les taxis jaunes sont ailés au hasard des courses. Bref, une soirée comme une autre à New York. C'est aussi l'heure où les théâtres de Broadway font briller leur grande lumière. Et justement, ce soir-là, il y a une agitation toute particulière devant un de ces théâtres, le Mark Ellinger Theatre, avec sa façade majestueuse, ses portes à double battant. Il faut être allé à Broadway pour comprendre ce que le théâtre peut avoir d'aguicheur, de séduisant. Pourquoi cette agitation particulière auprès de ce théâtre ? Eh bien parce que une des grandes premières qui vont marquer la saison culturelle new-yorkaise de 1956, une des grandes premières va avoir lieu ce soir. Après des essais sur un certain nombre de scènes de province, un spectacle musical aux teintes britanniques va se frotter au public exigeant de New York. Le titre, My Fair Lady. Une comédie musicale composée, écrite par deux Américains, Alan J. Lerner et Frederick Lowe, à partir d'une pièce de George Bernard Shaw. George Bernard Shaw qui avait tant fait rire la bonne société anglaise de la Belle Époque. L'histoire se passe dans le Londres d'Édouard VII, la période dite édouardienne. C'est une intrigue assez simple. Un professeur éminent, un maître de la linguistique, qui est un petit peu suffisant même, va parier avec une de ses connaissances qu'il serait capable en quelques mois de travail de faire passer n'importe quelle vulgaire vendeuse de fleurs du marché de Covent Garden pour une authentique duchesse lors d'un bal d'ambassade. Quand on voit les habits négligés, l'accent braillard de la jeune fille, on peut douter de la réussite du professeur. Mais pourtant, après bien des efforts, après toutes sortes de péripéties, la chenille va devenir papillon. Et bien entendu, nous sommes dans une pièce de Bernard Shaw et nous sommes surtout dans une comédie musicale. Bien entendu, l'amour va s'en mêler. Sur scène, pour incarner ces deux personnages principaux, Rex Harrison. Rex Harrison est un acteur déjà mûr, avec un visage finaud, des yeux pétillants. C'est un homme assez extraordinaire. Il a face à lui une chanteuse de 20 ans, qui n'est pas connue, mais qui est absolument charmante. Mine gracieuse, air doux, des yeux bleus, des cheveux châtains. C'est Julie Andrews. On imagine le trac des deux principaux comédiens lorsque se lève le grand rideau de ce théâtre new-yorkais. Leur rôle exige de l'endurance. Et pour Julie Andrews, il va falloir avoir de la voix. Il va falloir donner de la voix. Et puis aussi avoir un jeu précis, puisqu'il faut rendre crédible cette transformation d'une pauvrette en aristocrate. Ça demande un travail immense. Elle a travaillé pendant des semaines, Julie Andrews. Elle a été tiraillée, tenaillée par le doute au prix de bien des larmes. Ce soir de mars 56, tout est prêt. Le public commence par rire, puis s'esclaffer, puis s'émouvoir. Ça marche. Julie et Rex font mouche. Aucun spectateur ne pourra ressortir de la salle sans avoir toutes les chansons du spectacle dans la tête. C'est bien simple. Ça va bientôt être un triomphe que la presse va relayer avec enthousiasme. Et même, ça devient un phénomène, cette histoire de My Fair Lady. Ça ne va pas tenir la scène du Mark Ellinger Theatre pendant une saison ou pendant 2 saisons, ce qui déjà est la marque à New York d'un succès hors du commun. Mais ça va durer 6 ans, sans discontinuer, un véritable record. Et ça, bien sûr, ça donne des idées aux producteurs là-bas, sur l'autre côte, à Hollywood. À partir de cette comédie musicale à succès, on se dit qu'il y aurait un très beau film à faire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les majors d'Hollywood sont toutes sur le coup, mais c'est la Warner qui va remporter la timbale. C'est Jack Warner qui est son patron. On est en 1962 quand il obtient les droits de My Fair Lady pour quand même 5,5 millions de dollars. En 65, ça fait une très belle somme. L'ambition du producteur est à la hauteur de cette somme colossale. Son film aura un budget prévisionnel encore 2 fois plus important. Pour Jack Warner, c'est simple, cette comédie musicale doit être le must absolu, la plus élégante, la plus délicieuse, la plus somptueuse jamais réalisée en couleur sur grand écran. En cette époque où les studios sont en crise, c'est un véritable pari qu'a fait Warner.
Alors, évidemment, il faut faire en sorte que de grands noms soient attachés au projet. On ne peut pas laisser porter un sujet comme celui-là par des gens inconnus. À la réalisation, on va prendre carrément George Cukor. Après tout, le réalisateur de Star is Born était tout désigné, n'est-ce pas? Pour travailler sur les détails de l'atmosphère post-victorienne du film, de cette époque édouardienne, pour rendre toute la finesse de cette époque, on va choisir Cecil Beaton, vous savez, le très grand styliste et photographe, qui déjà d'ailleurs a travaillé sur la pièce. Et puis vient la question des acteurs principaux. Et là aussi, Warner réfléchit en partie avec son porte-monnaie, si je puis dire. Pour faire déplacer le public, il faut des noms qui flambent sur l'affiche. Ni Rex Harrison, ni Julie Andrews ne paraissent assez célèbres à Jack Warner. Alors on demande à un certain nombre de grands acteurs, Cary Grant notamment, qui va décliner l'offre. Finalement, Warner s'incline pour le rôle masculin. Il accepte que Rex Harrison reprenne le rôle titre. Seulement, il va falloir maintenant, pour l'héroïne, un nom d'autant plus célèbre. Julie Andrews a beau avoir incarné le rôle principal de My Fair Lady des centaines de fois sur scène, elle le possède, ce rôle. Elle est devenue l'héroïne. Jack Warner note qu'elle n'a aucune expérience du cinéma, que les gens dans le monde entier ignorent jusqu'à son existence. Bref, il lui faut une des actrices les plus reconnues d'Hollywood. Il sait précisément qui. C'est là qu'entre dans notre histoire une certaine Audrey Hepburn. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Donc, en 1962, on choisit Audrey Hepburn pour jouer le rôle qui avait été créé par Julie Andrews sur la scène de Broadway. Audrey Hepburn est une actrice très célèbre. À 33 ans, elle a enchaîné les succès, à la fois dans des styles légers ou plus exigeants. On l'a vu dans toutes sortes de films avec cette beauté originale, ses yeux noirs de biche, cette silhouette gracile absolument irrésistible. Un mélange de simplicité douce et de distinction, mais de distinction jamais guindée. Tout ça a fait d'elle une véritable icône. Le public se presse à chacune de ses apparitions. Seulement, quand Julie Andrews apprend que ce n'est pas elle, que c'est Audrey Hepburn qui lui a été préférée pour My Fair Lady, vous imaginez son amertume. La nouvelle tombe comme une claque en pleine figure, résume sa biographe Françoise Arnoux. Quant au petit milieu du théâtre et du cinéma, il est un peu déconcerté. S'y ajoute le fabuleux cachet offert à Audrey Hepburn, $1 million, alors que Rex Harrison, lui, n'aura que $200,000. Vous me direz pour une fois que c'est l'acteur qui est moins payé que l'actrice, c'était assez rare à Hollywood à l'époque. Audrey n'a accepté la proposition de Jack Warner que parce qu'on lui a affirmé que dans le cas où il l'aurait refusé, Julie Andrews de toute façon n'aurait pas eu le rôle. Et elle l'a fait savoir. Et puis, disons-le, c'est quand même un rôle en or. Elle entend s'y investir totalement. Elle insiste pour interpréter elle-même les chansons. Ça n'est pas une mince affaire. Certes, on l'a déjà entendu pousser de temps en temps la ritournelle au cinéma. On se souvient notamment du charmant Moon River. Mais là, c'est nettement plus exigeant. La pression est quasiment insurmontable. Au printemps 63, on commence à préparer le tournage et très vite, Audrey réalise qu'elle va faire face à une hostilité évidente d'un certain nombre des personnes qui sont attachées au film. Vient le préenregistrement des chansons. L'actrice a été très bien entraînée. Elle s'est beaucoup investie. Elle a fait de réels progrès. Mais disons-le, les notes sont trop hautes, un certain nombre d'harmonies sont trop difficiles pour elle, et puis sa voix, il faut le dire, manque tout simplement de puissance. Bertrand Meyer-Stablet, qui a écrit la biographie d'Audrey Hepburn, nous dit « Audrey est consternée d'apprendre que par précaution, tous ces airs ont également été enregistrés par Marni Nixon, une chanteuse d'opéra et de concert professionnelle. La décision d'utiliser soit la version de Marni Nixon, soit celle d'Audrey, ou bien encore un mélange des deux, sera laissée en suspens jusqu'au rush. » Si l'on en croit un proche de Jack Warner, que cite Isabelle Custodio dans son documentaire de la série Be Kind Rewind, qui est diffusé sur YouTube, l'affaire était en fait déjà réglée. Ils l'ont juste laissé enregistrer ses chansons pour l'apaiser, écrira-t-elle. Ils n'ont jamais eu de réelles intentions d'utiliser sa voix, jamais. Quoi qu'il en soit,
Le tournage, qui commence pendant l'été, est un tournage difficile. D'abord parce que My Fair Lady est, vous l'aurez compris, une immense machine. Imaginez des décors absolument gigantesques, avec des mouvements de caméra incroyables, des scènes complexes, avec des équipes énormes, toutes sortes de figurants. Il faut, dit-on, habiller et maquiller 3500 personnes. Et puis, Rex Harrison ne facilite pas les choses à Audrey. Il est tatillon, il se montre souvent assez désagréable avec sa partenaire. Peut-être parce qu'il a tellement souvent joué le rôle avec Julie Andrews qu'il trouve dommage de jouer avec quelqu'un qui possède nettement moins bien le rôle. Bref, malgré tous les soutiens qui peuvent être les siens, Audrey Hepburn est à la peine sur ce tournage. Et pour ne rien arranger, au même moment, son mariage avec l'acteur Mel Ferrer bat de l'aile. Au prix de gros efforts, tout de même, elle va arriver au bout de ce tournage à la fin de 63, mais elle a eu du mal, sa santé en apathie, et même autour d'elle, les gens commencent à s'inquiéter. Contrairement à ce qu'elle pourrait croire, Audrey Hepburn n'a peut-être pas fait le plus dur, parce que le plus dur, c'est ce qui l'attend maintenant, et d'autant qu'entre-temps, Julie Andrews n'est pas restée bras croisés. Elle a été engagée par un autre studio qui a décidé de parier sur elle, connaissant sans doute ce qui venait de se passer. Le célèbre, que dis-je, le mythique Walt Disney a choisi de faire confiance à Julie Andrews pour interpréter Mary Poppins. Or, Mary Poppins sort avant My Fair Lady et c'est un véritable triomphe. Le public et la profession voient en Julie Andrews la grande révélation de l'année, avec des capacités de chanteuse évidemment tout à fait extraordinaires. Et puis les gens savent qu'elle a été écartée du tournage de My Fair Lady, donc ils ont envie d'autant plus d'aller l'applaudir dans Mary Poppins. Quand vient la sortie de My Fair Lady, on est là en octobre 64, c'est un succès également, et pour cause, un grand succès, tout a été fait pour. Jack Warner peut être rassuré pour ce qui est de son investissement. Audrey reçoit d'ailleurs de bonnes critiques, mais assez vite, les journaux se montrent un peu plus durs. Ils révèlent que la star est doublée pour ses chansons. Ça fait jaser, bien entendu. Jack Warner minimise le problème, il hausse les épaules. Ça n'a rien de choquant. Marnie Nixon avait déjà doublé, entre autres, Deborah Kerr dans Elle et lui, ou même Natalie Wood dans West Side Story. Mais, comme l'explique Isabelle Custodio, là, le contexte est différent. Pourquoi est-ce soudain devenu le sujet passionné de tant de conversations en 1965 ? C'est que, normalement, quand une actrice était doublée, un choix alternatif pour le même rôle n'était pas la vedette d'un film extrêmement populaire dans le cinéma d'à côté. Quand My Fair Lady est sortie, tout le monde avait vu Julie dans Mary Poppins et était tombé sous son charme. L'histoire ne va pas s'arrêter là. La pseudo-rivalité opposant Audrey à Julie est montée en épingle. Il devient de bon ton de critiquer la première, de soutenir la seconde, et puis on attend, disons-le, le prochain round. Et oui, ça va bientôt être la saison des grandes récompenses hollywoodiennes. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Alors disons-le, le grand public ne se passionne peut-être pas vraiment pour la rivalité entre Julie Andrews et Audrey Hepburn. Ce sont surtout les cancaniers, les écotiers de la presse, notamment de la presse à scandale anglo-saxonne, qui vont essayer d'opposer les deux actrices. Julie, qui est affligée d'avoir vu son rôle offert à une autre, c'est vrai, n'en a pas moins compris qu'Audrey n'avait pas intrigué pour l'écarter. Elle ne lui en veut pas, vous voyez. Et voilà qu'arrive la cérémonie des Golden Globes, que souvent on perçoit comme une répétition générale des Oscars. Les deux actrices sont pressenties pour le même prix, l'une pour My Fair Lady, l'autre pour Mary Poppins. Les commentateurs s'en donnent à cœur joie. Et ce soir-là, on approche l'enveloppe, on l'ouvre, et le nom qui sort est celui de Julie. Toute vêtue de noir, elle vient chercher son prix et comme le relève Isabelle Custodio, en fin de discours, Julie Andrews lâche une petite phrase assassine, magnifique, prononcée avec le plus beau des sourires. Enfin, dit-elle, je voudrais remercier un homme qui a fait un superbe film et sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Monsieur Jack Warner. La salle s'esclaffe, bien entendu. Warner, qui est assis à une table, rit aussi, mais on voit bien qu'il rit jaune quand même. Et 2 semaines après, c'est la révélation des nominations aux Oscars. Et là, énorme surprise,
Audrey Hepburn n'est même pas citée parmi les comédiennes qui sont, comme on dit, vous savez, nominées. Cette fois, Jack Warner n'a pas du tout le cœur à rire. Beaucoup verront dans cet oubli une espèce de façon de défendre Julie Andrews, une réprimande, un peu injuste d'ailleurs, contre Audrey Hepburn, qui, c'est vrai, n'a pas chanté elle-même les principaux airs de My Fair Lady. L'actrice n'est donc pas nommée, elle est tout de même invitée à la cérémonie, bien entendu. C'est à elle qu'on va confier le soin de remettre le prix du meilleur acteur. On peut supposer que les organisateurs des Oscars n'ont pas fait tout ça au hasard, hein. Tout ça a été très bien prévu. Ils tiennent à leur petite confrontation. Ils savent que tout le monde va être devant son poste de télévision pour suivre ce qui se passe. Audrey aurait pu décliner cette proposition douteuse, mais non, mais non. Avec élégance, elle a joué le rôle. Elle va remettre son Oscar au meilleur acteur de l'année. Franck Ferrand sur Radio Classique. 5 avril 1965, la soirée des Oscars peut commencer. Alors, l'ambitieux et peut-être un peu empesé My Fair Lady va remporter beaucoup de prix, hein. Oscar sur Oscar, meilleur costume, meilleur réalisateur, meilleure musique, etc. Ça ne s'arrête plus. Et vient le résultat de la catégorie meilleur acteur. La présentatrice s'appelle donc Audrey Hepburn. Elle apparaît dans une robe blanche absolument magnifique. Elle est visiblement un peu nerveuse. On sent qu'elle n'est pas tout à fait à l'aise, elle qui d'habitude est l'aisance même. Les applaudissements de la salle sont nourris néanmoins. Et on voit, parce que les caméras n'arrêtent pas de la montrer dans la salle, on voit assise au milieu du public Julie Andrews, bien sûr, hein. Audrey saisit l'enveloppe, elle l'ouvre. Et elle lance dans un souffle Rex Harrison, son partenaire de My Fair Lady, la rejoint donc en 3 enjambées sur scène. Leur relation s'est nettement réchauffée depuis les petites tensions du tournage. Ils se jettent dans les bras l'un de l'autre. On voit d'ailleurs Rex Harrison à plusieurs reprises embrasser Audrey Hepburn. Et puis, il la garde contre lui, hein, pour qu'elle ne s'écarte pas du pupitre. Et il lance, en tenant son Oscar, bien sûr, je me dis que d'une certaine façon, je devrais le couper en 2. Sous-entendu, elle n'a pas été nommée, mais en me récompensant, c'est un peu Audrey que vous récompensez. Alors elle répond d'un air un peu gêné, non, tu le mérites en entier, dit-elle. Et puis le comédien se lance dans des remerciements et il conclut par cette phrase, mon profond amour pour, 2 fair ladies, je crois. Les 2 femmes, l'une sur scène, l'autre dans le public, lui adressent un sourire reconnaissant. Pour Julie, cette soirée est celle de l'accomplissement total. C'est sa revanche à elle sur Jack Warner. Sans grande surprise, c'est donc elle qui est repartie avec la statuette de la meilleure actrice. Alors en coulisses, elle est congratulée par Audrey Hepburn, qui se montre décidément très bonne joueuse dans cette affaire. Les 2 femmes qui, en réalité, n'ont jamais été brouillées, vont avoir beau jeu de se laisser photographier, que dis-je, mitrailler ensemble. Et elles ont gardé entre elles le fameux Oscar. La photo, bien sûr, fera le tour du monde.